Alex, un très très grand merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce 13e épisode dans la tête d'un pro en Silicon Valley. Merci Julien, très très ravi de pouvoir participer et très content que tu as pensé à moi. Ça me touche. Alex, alors ce podcast il est super parce qu'on va parler BD. Tu as une expérience exceptionnelle dans le monde de la startup, dans le monde des grands groupes comme Google et récemment tu as fait les deux. Tu étais en France pendant 18 mois, Presque 2 ans, ouais, 20 mois. presque 2 ans et là tu es de retour aux États-Unis donc tu vas vraiment nous aider à comprendre mais comment on fait du business ici en Silicon Valley et en quoi c'est différent de le faire en France. Alors avant de démarrer, est-ce que tu peux avoir la gentillesse de te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Alexandre Pop et je suis très content de pouvoir dire que je suis franco-américain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que mes deux parents sont français. Par contre, je me suis toujours posé la question, est-ce que je suis plus américain ou plus français? Et donc, il y a 2 ans, j'ai déménagé avec mon épouse à Paris pour continuer mon aventure dans le monde des startups. Et après un petit moment, j'ai matriculé dans les équipes de Google Cloud, où j'ai monté des partenariats avec des grands intégrateurs, notamment Capgemini. Je suis rentré il y a quelques mois. Alex, très clair. Alors, pour démarrer, peux-tu nous aider à comprendre la différence entre sales et BD? Très bonne question, Julien. Le sales, c'est la vente directe. C'est aujourd'hui, j'ai un produit, j'ai une solution, j'ai un service qui va résoudre un problème très concret. Le business développement, pour le résumer très rapidement, c'est comment monter en échelle cette machine commerciale. Donc, le business développement, c'est je vais créer des communautés, je vais monter des relations avec des entités complémentaires pour créer des solutions qui sont encore plus importantes de ce que j'avais tout seul. En Californie, on dit beaucoup 1 plus 1 égale 3. Et le business development, c'est exactement ça. Alex, alors on va se focus sur le business avec ton profil. Donc, tu as fait une très belle startup, Quixi. Ensuite, tu as rejoint Microsoft. Tu as une belle startup française, Algolia, et maintenant Google. Est-ce que tu peux nous parler de la fonction BD spécifique au stage de l'entreprise? Donc, si on parle de Quixi, tu as connu ça en série A, série B. Mhm. Et puis, si on parle d'Algolia, je crois que maintenant on est en D+, si je ne dis pas de bêtises. Et puis tu as Ouais. les deux gros, Microsoft, Google. Est-ce que tu peux break down la fonction BD en fonction du stage de l'entreprise? Oui, certainement. C'est passionnant de voir comment la fonction de BizDev évolue selon la maturité d'une startup. Donc, Quexi, comme tu as très bien résumé, j'étais salarié numéro 20. Quand on est une startup Series A, le business développement, c'est la fonction qui va tester les hypothèses. C'est-à-dire que la vente directe, on a identifié quelques clients par excellence. Donc, par exemple, Quixi, on visait des opérateurs télécoms, on visait des manufactures, des OEM, donc les Samsung, les Nokia du monde. C'était en 2012, donc Nokia était toujours un roi de la basse-cour. Et donc, le business, c'était comment on va pouvoir signer un ou deux partenariats importants qui va pouvoir ouvrir des marchés où aujourd'hui on n'existe pas. Et j'ai eu une chance de pouvoir naviguer un partenariat avec Alibaba. Et c'était important pour nous parce qu'avant de pouvoir lever la série B, il fallait montrer qu'on avait on va dire une masse importante d'utilisateurs qui pouvaient payer pour notre solution. Et donc Alibaba nous a permis de rentrer dans le marché chinois. Et en parallèle, la solution les aura convaincus d'investir dans Quexi. Donc, pour résumer, la série A, la fonction de BD, c'est de tester des hypothèses pour après préparer et anticiper la série B. Le BizDev, dans une startup série A, peut des fois ouvrir les chemins où on ne devrait pas traverser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, le BizDev complique les choses au lieu de simplifier. Alors, deux questions pour toi. La première, tester des hypothèses, ça veut dire quoi? Et ça implique quoi dans l'organisation? Et puis la seconde, comment est-ce qu'on fait pour monter un partenariat de dingue avec Alibaba? Qu'est-ce que ça veut dire tester des hypothèses? Je vais te donner l'exemple de Quixi. Donc, Quixi, c'était un moteur de recherche pour les applications mobiles. Par exemple, aux États-Unis, vu qu'il y avait seulement AT&T, T-Mobile et Sprint,
ce serait très difficile de convaincre un opérateur quand ils étaient en train eux-mêmes de créer des expériences utilisateurs. Donc, pour intervenir et les convaincre d'essayer de monter un partenariat avec un acteur petit dans la Silicon Valley, quand ils étaient eux-mêmes en train de mobiliser des équipes d'ingénieurs, très difficile. Tandis qu'en Asie, l'écosystème déjà était très différent de ce qu'on retrouvait aux États-Unis. Ça veut dire qu'aux États-Unis, on avait le Android Store, le Play Store et aussi le iOS Store de Apple. Tandis qu'en Asie, il y avait 13 différents équivalents du iOS Store. Deuxièmement, le mobile était un écosystème beaucoup plus mûr. Et l'hypothèse qu'on voulait tester, c'est on anticipait que dans les années à suivre, le marché en Chine deviendrait de plus en plus hétérogène et que avoir un acteur qui pourrait rassembler tous ces différentes expériences pour découvrir et rechercher et faire des requêtes pour trouver des applications mobiles, ça serait un acteur important. Donc, on s'est rapproché de Alibaba, qui eux-mêmes avaient anticipé cette même croissance. Donc, on avait une vision qui était partagée par une idée de comment le marché allait évoluer. Alibaba partageait cette conclusion. Comment vous avez fait pour entrer en contact avec Alibaba? Donc, alors comment convaincre Alibaba de travailler avec nous? Comment les rencontrer? C'est avec ce que j'ai ressenti en vivant en France, en montant des partenariats, comparé à ce qu'on voit aux US, c'est que déjà, la culture aux US est beaucoup plus frontale, voire même agressive. Donc, ça veut dire que des méthodes des années 80, Wolf of Wall Street, où on est au téléphone en train d'appeler, c'est toujours une activité qui fait du sens. Donc, c'est la raison pour laquelle que le BizDev et Sales, pour revenir à ta première question, Julien, il y a beaucoup de similarités parce que le BizDev, c'est du Sales, mais du Sales, ce n'est pas du BizDev. Donc, les types de tactiques que tu vas mettre en place pour obtenir des rendez-vous avec des clients, pour après les convaincre, pour faire des démonstrations de votre produit, pour après mettre en place une structure contractuelle, il faut faire la même chose en faisant du BizDev. La seule chose ou la seule nuance, c'est que le BizDev, les interlocuteurs seront différents. Le modèle contractuel, le modèle de collaboration est différent, mais la même logique peut être appliquée. Pour te donner un exemple, si aujourd'hui je vais te vendre quelque chose, Julien, je vais comprendre quels sont tes intérêts, quels sont tes défis. Quand je vais faire du partenariat, je vais me poser la question, Julien aujourd'hui interagit avec quel autre vendeur, partenaire, ainsi de suite. Et je vais comprendre quel est ton intérêt de travailler avec eux et quel est leur intérêt de travailler avec toi. Et après, je vais rencontrer ces partenaires en leur expliquant que travailler à trois, c'est win, win, win. Pour entrer dans le détail, comment on arrive à retrouver, on arrive à mettre en place un rendez-vous avec Alibaba. Donc, aux États-Unis, surtout dans la Silicon Valley, les réseaux sont très petits. Quand tu fais du BizDev, la première chose que je fais, c'est que je me pose la question, qui seront les bonnes personnes qui vont pouvoir ouvrir les portes pour nous? Nous, on avait beaucoup de chance à Quixi que le PDG de Quixi était en conversation avec Sequoia, avec Andreessen, avec GGV, qui est une boîte d'investissement qui a beaucoup investi en Chine depuis le 2012. Et on leur a demandé, est-ce que vous avez des contacts chez Alibaba? Dans le partenariat, il faut viser très haut. Il faut investir des gens, il faut investir du temps et de l'argent. Un VP produit, quelqu'un qui a contrôle d'un PNL, quelqu'un qui doit gérer des équipes commerciales, voire même un PDG. Le format que tu présentes est un format aux États-Unis avec Quixi. Est-ce que c'est applicable en France? Ça marche. Et ça marche avec beaucoup de succès. Et pour être transparent, Julien, si on avait cette conversation en 2016, je pense que je serais moins optimiste. Aujourd'hui, en 2020, il y a une renaissance, surtout en France, mais de plus en plus en Europe, pour l'écosystème startup, mais aussi vis-à-vis des grandes entreprises, ils prennent conscience finalement que pour être en compétition avec les grands acteurs aux États-Unis, même les grands acteurs en Chine maintenant, ils sont obligés de changer leur méthodologie, d'innover. Donc avant, en 2016, ils créaient leur propre centre d'excellence. Michelin avait essayé de faire ça pour essayer de monter un centre d'excellence d'IoT. Ils ont essayé de recruter des ingénieurs, ils ont créé leur propre business model, mais
c'est très difficile pour une entreprise de créer un business unit basé sur le logiciel avec des modèles SaaS, avec des concepts comme le Customer Success, quand leur business model, c'est vendre des hauts. Et donc, ils sont obligés de monter en partenariat avec des startups, avec des cofondateurs qui sont un petit peu fous, tu sais, à la Steve Jobs, où ils anticipent des choses qu'aujourd'hui, un DSI de Michelin, il peut seulement anticiper ce qu'il peut faire dans 12-18 mois. Un des beautés que j'ai beaucoup apprécié, c'est la rigueur de l'éducation scolaire. C'est-à-dire que les ingénieurs qui sortent d'université, des grandes écoles, sont mathématiquement sont très intelligents, ils sont très pointus. Par contre, la faiblesse, c'est trouver et recruter des profils business, des commerciaux, des marketeurs. Donc moi, ce que j'ai ressenti depuis 2 ans, c'est qu'il y a 2 profils qui deviennent de plus en plus importants. C'est les product marketers, product marketing. Donc ceux qui sont responsables de prendre un produit qu'on crée et le positionner, de identifier qui sont les interlocuteurs qu'on nous devons viser. C'est quoi le processus de convaincre quelqu'un de basculer pour acheter votre solution, pour la déployer. Et l'autre rôle, bien sûr, c'est le BizDev. Pourquoi? Parce que quand on arrive à un certain point dans l'histoire de votre startup, il faut monter à l'échelle. Et pour gagner $1, s'il faut investir 50 centimes, quand on veut gagner $1 milliard, ça va être très cher. Mais si je te disais, Julien, que si on investit dans des programmes de partenariat où on investit $1, 50 centimes, mais on en gagne 3, ça, c'est intelligent. Donc, le BizDev devient un rôle de plus en plus intéressant parce qu'on commence à créer des communautés. On a des investisseurs, on a des intégrateurs, on a des agences digitales, on a des centres d'excellence dans des grandes entreprises comme les Carrefour, les groupes Muliez, les Telefonica, qui aujourd'hui, non seulement veulent monter des partenariats avec des startups, mais ils sont prêts à investir. Tu parles à l'échelle, ce qui, je pense, est la traduction de scale. Ouais, ouais. Chez Algolia, tu as vraiment vu les 2 univers. Tu peux nous aider à comprendre où est ce gap? L'expérience. La Silicon Valley, comment dire, c'est le milieu par excellence pour créer des startups, pour former des gens dans des fonctions qui, il y a 3 ans, n'existaient pas. Toi-même, Julien, tu viens de LinkedIn. Et LinkedIn, c'était une des premières entreprises qui ont conceptualisé le rôle de Customer Success. Le fait qu'aujourd'hui, quand je vends une solution, ce n'est plus à la Oracle où je te vends une solution, je te parle plus pendant 3 ans et 3 ans, tu es obligé de renouveler parce que tu as déjà 5 millions de dollars où tu es obligé de le voir. Aujourd'hui, le Customer Success, ça veut dire que le client est roi. Et cette idée, il y a 3 ans, n'existait pas en France, n'existait pas en Allemagne. Mais ce n'est pas la faute de l'Allemagne ou la France, c'est juste le fait qu'aujourd'hui, la Silicon Valley non seulement est innové sur le plan technologique, mais aussi sur le plan business. Donc, ma réponse est très simple, c'est quoi le gap dans le rôle de PMM BizDev? C'est juste que quand tu vois que Salesforce a été conçu en 2000 et que tous les grands dirigeants de Salesforce sont partis pour aller travailler chez Okta, chez Zscaler, chez Zuora, chez Google Cloud, je peux en trouver 5 de plus, mais le fait que ces dirigeants sont maintenant en train de former la prochaine vague de dirigeants, ça veut dire qu'il y a des générations qui se créent. En France, en Europe, la première génération arrive sont des adolescents. Donc, en quoi le BizDev est différent, Quixi, Série A, versus Xamarin, Série B? Donc, la série A, le BizDev, c'est très nébuleux comme rôle. Ça peut être un rôle sympathique si cette ambiguïté te motive. Mais à un certain point, il faut concrétiser. Pourquoi? Parce qu'on a des budgets encore plus limités, il faut anticiper une croissance, on ne peut pas dépenser de l'argent, ainsi de suite. Et quand on teste des hypothèses, on dépose de l'argent en espérant qu'il y aura un ROI. Le business dans la stage B, la série B, c'est de se poser la question, OK, si on a 5 hypothèses et on sait qu'il y en a 2 qui marchent et on sait qu'il y en a un qu'on n'est pas très sûr et les 2 autres, il faut investir des ressources, on va se focaliser sur les 2 premiers où on sait qu'on va avoir un retour d'investissement important. Et
généralement, le BizDev post-Series B, c'est un rôle qui se rapproche des équipes sales, ce que j'appelle aujourd'hui le channel. Série B, c'est quoi la difficulté du BD? Il y a deux difficultés. Il y a la difficulté qu'on retrouve en externe et la difficulté qu'on retrouve en interne. Donc, je vais faire un point sur les deux. Donc, la difficulté en externe, c'est que quand on est une startup Series B et qu'on veut monter des programmes d'accompagnement pour des intégrateurs, des agences digitales, c'est difficile de pouvoir apporter les mêmes, on va dire les mêmes fonctions que vos grands compétiteurs vont faire. Donc, par exemple, quand on était chez Amarin, on était un outil, on proposait une solution aux développeurs C# qui s'appuyait sur le namespace .NET. Donc, en bref, c'est des développeurs Microsoft. Donc, on visait beaucoup des partenaires de Microsoft. Et les partenaires de Microsoft, Microsoft leur donne beaucoup d'argent. Le défi en interne, c'est qu'en tant que business developer, même en tant que dirigeant de business developer, il faut toujours se vendre en interne. Il faut prouver que la fonction BizDev est primordiale est liée à la croissance de la compagnie. Là, mon père, c'est un ancien ingénieur qui ça fait 30 ans qu'il fait du product management. Peut-être il a une vision peut-être basique de la Silicon Valley pardon, pas la Silicon Valley, d'une structure en interne. Il a toujours dit soit tu es en train de créer un produit, soit tu es en train de le vendre. Et dans une startup, il faut faire partie d'une de ces deux équipes parce que on ne peut pas faire des achats stratégiques, de la stratégie à la Bain où on recrute des consultants de Bain qui font des belles présentations. C'est soit tu vends le produit, soit tu es en train de le créer. Et le BizDev, il faut montrer que le travail du BizDev est lié à la croissance de la compagnie. Et puisque c'est de l'indirect, on est en train de faire de l'influence. A, B, maintenant on pense au D, Algolia, même question, opportunité et challenge pour le monde du BD. En quoi c'est différent? Le rôle du BD au sein du monde Algolia, c'était difficile parce que on avait, on va dire, c'est un problème de riche, mais on avait tellement de possibilités. Nous avons tellement de possibilités. Il y avait de différents types de partenaires qu'on pouvait viser. Il fallait se focaliser. Et même moi, j'ai fait une erreur. Et si je retournais en arrière, je le ferais différemment. Mais avec mon expérience de Microsoft et de Xamarin, j'étais convaincu que pour gagner des grands projets, il fallait se rapprocher des Accenture du monde, des Microsoft du monde, des Google du monde. Et ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'aujourd'hui, surtout en Europe, les entreprises qui se transforment en s'appuyant sur du logiciel ne sont pas nécessairement les carrefours du monde, les groupes Muniez. Ils sont en train de le faire, mais ils ne le font pas aussi rapidement. Et en tant que startup, la rapidité, c'est clé. Un nouveau type d'intégrateur a été conçu dans les années 2015 et qui devient de plus en plus important, et c'est ces agences digitales. On pourrait parler pendant des heures des similarités entre les agences digitales et les intégrateurs. Pour résumer, c'est des entreprises qui ont un talent différent parce qu'ils ont des designers, ils ont des product managers. C'est eux qui vont mettre en place des équipes Scrum pour accompagner un client, pour mettre en place 2-3 versions de leurs produits web, leurs produits mobiles. Et dans les années à suivre, c'est eux qui vont conceptualiser des expériences de réalité augmentée, des réalités virtuelles. Ils sont vraiment des avant-gardistes. Et Algolia, et c'est là où mes expériences m'ont trahi, je vivais tellement dans le monde de l'ancien IT que je ne réalisais pas que les types de partenaires qu'il fallait viser, c'était des partenaires un petit peu plus modernes. Le processus de vente n'est pas prouvé. Donc, Algolia, le défi, c'était que j'ai lancé une direction des équipes que 80% du temps, on visait les bons partenaires. Mais c'est le delta de 20% qui me manquait pour valoriser les équipes de partenaires encore plus. Bon, ce n'est pas pour dire que les équipes de partenaires n'étaient pas valorisées. On a eu plus de budget, les investisseurs étaient très contents. Ils voyaient que pour chaque dollar qu'on investissait dans les équipes partenaires, on était capable
de retenir 1,6, ce qui était 30% plus important que la vente directe. Mais on aurait pu faire encore mieux. Alex, un très, très, très grand merci. Merci Julien, ça m'a fait beaucoup plaisir.